Le cycle CFC est une abréviation du mot chlorofluorocarbure. Cette famille de gaz comporte de nombreux représentants qui sont cependant tous bâtis sur le même principe. Pour obtenir une molécule de chlorofluorocarbure, on prend une molécule d'hydrocarbure, le méthane, c'est-à-dire le gaz naturel de nos cuisinières, le propane, le butane ou encore l'octane, que l'on trouve dans l'essence, sont des hydrocarbures, et on y remplace en totalité l'hydrogène par une combinaison de chlore, d'où le radical chloro dans le mot chlorofluorocarbure, et le fluor, d'où le radical fluoro dans le mot chlorofluorocarbure. La formule générale d'une molécule de ce gaz est donc CXClYFZ. Elle contient seulement du carbone, du chlore et du fluor. Les CFC sont à la fois des gaz à effet de serre très puissants, ils interceptent efficacement les infrarouges émis à la surface de la Terre et ont une durée de vie dans l'atmosphère de plusieurs siècles, et surtout des précurseurs de la destruction de l'ozone stratosphérique. C'est ce deuxième effet qui a justifié l'interdiction progressive de leur production. Pourquoi les a-t-on utilisés alors? Bien évidemment, au moment de leur essor, leur effet sur l'ozone en haute altitude n'était pas connu. Leur succès vient du fait que ce sont des molécules très stables, bien plus que les hydrocarbures, ce qui veut dire qu'elles n'ont aucune toxicité chimique pour l'homme. Par opposition, un polluant classique est précisément un composé chimiquement actif susceptible de réagir avec un grand nombre d'autres composés et donc d'avoir des effets indésirables chez les êtres vivants qui l'inhaleraient, en avaleraient ou en toucheraient par inadvertance. Un composé qui ne réagit avec rien ou presque si nous en avalons ou en respirons, cela a toutes les chances d'être parfaitement inoffensif. Les CFC ont donc souvent remplacé des gaz qui présentaient des inconvénients sanitaires ou sécuritaires dans les applications industrielles diverses. Ils ont remplacé l'ammoniac comme fluide réfrigérant, ils ont servi de gaz expanseur pour faire des mousses plastiques, par exemple le polystyrène expansé, ils ont servi de solvant dans l'industrie électronique, et comme ils ne sont pas inflammables, ils ont servi pour remplacer des hydrocarbures comme gaz propulseur dans les bombes aérosols, ou ont servi à remplir les extincteurs, etc. Mais c'est bien parce que ces molécules sont difficiles à détruire qu'elles ont posé le problème d'environnement désigné sous le terme de trou dans la couche d'ozone. Ne réagissant pas une fois dans l'atmosphère, elles y séjournent suffisamment longtemps pour avoir le temps de diffuser jusqu'à la stratosphère, ce qui prend longtemps parce qu'il s'agit de molécules lourdes, où elles sont cassées par les ultraviolets les plus durs envoyés par le soleil. On parle de photodissociation. Et le chlore qu'elles contiennent est alors libéré et intervient dans des réactions complexes aboutissant à la destruction de l'ozone présent en haute altitude. Cette destruction se manifeste notamment de manière très spectaculaire au moment du printemps dans l'hémisphère sud, avec à ce moment-là une disparition très rapide, en quelques semaines, de la quasi-totalité de l'ozone stratosphérique située au-dessus de l'Antarctique. Sur cette courbe, on voit l'évolution au quotidien de l'étendue du trou dans la couche d'ozone au-dessus du pôle sud, en millions de kilomètres carrés, pour diverses années. À titre de comparaison, on se souviendra que l'Amérique du Nord a une superficie de 25 millions de kilomètres carrés. Le trou se définit comme l'étendue pour laquelle la concentration d'ozone est au plus de la moitié de la valeur normale. Pour ceux qui aiment les détails, la valeur normale pour l'ozone stratosphérique est de 400 unités Dobson environ, et le trou concerne toute la zone pour laquelle cette valeur est de moins de 220 unités Dobson. Il est facile de constater que la dégradation ne diminue pas particulièrement pour le moment. L'extension pour les années 2000 en bleu et 2001 en rouge est proche du maximum en noir. La variation du climat et l'augmentation de l'effet de serre dû à l'homme, est-ce que c'est pareil? Dans le débat qui prend place autour de l'influence de l'homme sur le climat, il y a deux affirmations qui sont souvent faites, bien qu'elles soient inexactes. Dire que l'homme est devenu la seule cause du changement du climat, dire que la seule action de l'homme sur le climat concerne l'augmentation de l'effet de serre. Bien sûr, dire que ces affirmations sont inexactes ne signifie en rien que l'augmentation de l'effet de serre sous notre influence est une petite affaire, qu'elle n'a pas plus d'importance que nos autres actions sur le climat, ou encore qu'elle est négligeable devant les autres causes de variabilité naturelle. Il ne reste pas moins que l'homme peut agir sur le climat de bien des manières, tout comme le climat a aussi des facteurs de variation naturelle qui ne doivent rien à l'homme. Pouvons-nous tenter d'y voir plus clair? Le climat varie-t-il sans l'homme pour le tripoter? En fait, non seulement le climat est capable de varier sans l'homme pour le tripoter, mais sur de longues échelles de temps, il n'a jamais cessé de le faire. Il y a bien des facteurs qui influent sur le système climatique terrestre, et si par les temps qui courent l'homme est devenu prépondérant, la liste des éléments qui jouent un rôle est longue. Le climat peut varier parce que la quantité d'énergie que le soleil envoie sur la Terre varie. Cela peut avoir plusieurs origines. L'énergie fournie par la machine solaire peut varier. Il y a quelques milliards d'années, par exemple, cette énergie était de 30% inférieure à l'actuelle, car le soleil était plus jeune.
Aujourd'hui aussi, l'énergie que nous envoie le Soleil varie en permanence. Elle a par exemple un cycle de 11 ans, caractérisé par la variation du nombre de taches solaires au cours duquel l'énergie solaire augmente et diminue un peu. Toutefois, cette variation est faible, et surtout, elle n'explique pas le réchauffement récent. Sous l'effet de l'attraction des grosses planètes du système solaire, l'orbite de la Terre n'est pas circulaire et se déforme un peu au cours du temps. Cela change la quantité d'énergie reçue du Soleil ainsi que sa répartition sur la Terre. Sur le dernier million d'années, par exemple, ce sont les variations des paramètres astronomiques de la Terre qui ont engendré les glaciations et les déglaciations de la planète. Tout d'abord, l'aplatissement de l'éclipse qui suit la Terre autour du Soleil varie au cours des millénaires, avec une quasi-période de l'ordre de 80 000 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 80 000 ans, on est dans une situation qui ressemble à un retour à la case départ pour ce paramètre. Voici l'illustration de l'aplatissement de l'orbite terrestre au cours des âges. Il y a 115 000 ans, par exemple, on était en cours d'englacement. L'orbite était plus aplatie que maintenant. Attention, les tailles respectives du Soleil et de la Terre ne sont pas du tout à l'échelle. Or, l'énergie moyenne dépend de cet aplatissement. C'est M. Kepler qui l'a dit. Ensuite, l'inclinaison sur la Terre de son orbite, que l'on appelle encore l'obliquité, voire dessin ci-dessous, varie aussi avec une période de 40 000 ans. L'obliquité correspond à un angle alpha en bas du dessin. Cet angle varie de plus ou moins 1 degré en gros au cours du temps. Cela change le contraste entre les saisons. Plus cet angle est important et plus la quantité d'énergie reçue par la Terre est différente entre l'hiver et l'été. Une obliquité importante fait donc des hivers plus froids et des étés plus chauds. Enfin, la Terre ne présente pas toujours le même hémisphère quand elle est au plus près du Soleil. Ou, dit autrement, elle n'est pas toujours au même endroit de l'orbite au moment des équinoxes. Bien que cela ne soit pas fidèlement représenté ci-dessous, l'équinoxe est le moment où l'axe de la rotation de la Terre est perpendiculaire à une ligne imaginaire qui joint le Soleil et la Terre. À ce moment précis, la longueur du jour et celle de la nuit sont exactement les mêmes partout sur Terre. Illustration du déplacement du solstice le long de l'orbite terrestre. En fait, l'axe de rotation de la Terre ne devrait pas être représenté incliné de la même manière sur les deux dessins, pour être toujours perpendiculaire à la ligne Terre-Soleil au moment de l'équinoxe. À cause de ce cheminement, des moments où ont lieu les solstices et les équinoxes le long de l'orbite terrestre, tous les 13 000 ans, il y a inversion de l'hémisphère présenté au Soleil quand la Terre est au plus près. Ce processus porte le nom compliqué de précession des équinoxes. Il joue un rôle important parce que les deux hémisphères, nord et sud, sont très différents. L'hémisphère nord contient plus de terres qui réfléchissent mieux la lumière que l'océan. Aussi, en fonction de l'hémisphère qui est présenté au Soleil, lorsque la distance est minimale, l'énergie absorbée en moyenne par notre planète sur l'année varie beaucoup. En pratique, c'est ce dernier effet qui engendre les variations les plus rapides de l'énergie solaire que nous gardons sur Terre. Cette énergie conservée mettant en route la machine climatique. Cet effet est toutefois plus ou moins amplifié selon ce qui se passe pour les autres paramètres astronomiques de la Terre. Voici sur ce graphique la variation de la quantité moyenne d'énergie solaire reçue au milieu du mois de juin à la latitude 65 nord au cours des temps géologiques. En allant vers la droite, on remonte dans le temps. KYRBP signifie milliers d'années avant aujourd'hui. Actuellement, cette valeur est d'environ 480 watts par mètre carré. Il y a 11 000 ans, l'Holocène, elle était de 530. On voit qu'il y a environ 100 000 ans, lorsque l'excentricité était plus forte, l'effet de la précession était bien plus important qu'aujourd'hui. Cette valeur oscille fortement avec une quasi-période d'un peu plus de 10 000 ans. Ces diverses variations astronomiques, qui se répercutent plus ou moins vite sur le climat terrestre, ont engendré les cycles de glaciation sur les dernières centaines de milliers d'années. Voici l'évolution sur les 400 000 dernières années de la température moyenne de l'Antarctique. Le zéro de l'axe vertical de droite correspond à la valeur actuelle. Cette courbe montre les écarts à la valeur actuelle. Cette variation de température est légèrement plus élevée que celle de la planète dans son ensemble. Attention, cette courbe se lie à l'envers. Plus on va vers la droite, plus on remonte dans le temps. Le fait que les oscillations soient plus importantes à gauche, donc récemment, tient à la meilleure précision des mesures quand on se rapproche de l'époque contemporaine. Le climat peut varier aussi par suite d'une modification de la composition de l'atmosphère, sans intervention de l'homme, ce qui peut changer l'effet de serre. Par exemple, l'apparition de la vie a fait considérablement baisser en quelques centaines de millions d'années la teneur en gaz carbonique dans l'air. Le CO2 était l'un des constituants majoritaires de l'atmosphère primitive, ce qui a graduellement diminué l'effet de serre au cours de cette période. Il se trouve que parallèlement, l'activité solaire a augmenté et que les deux processus se sont à peu près compensés. Sur cette courbe, on voit les concentrations de CO2 au cours des âges géologiques récents.